Le baby-boom français, les chiffres de l'INSEE pour 2001 confirment la progression des naissances. La France est le pays le plus fécond d'Europe avec l'Irlande. Le mariage reste aussi très tendance. José Bové ira en prison. Son pourvoi dans l'affaire du McDonald's de Millau a été rejeté par la Cour de cassation. La Confédération paysanne appelle à la révolte. Il est avec nous, José Bové. Bonsoir et à tout à l'heure. La bonne année des grands patrons français, leur rémunération, salaire plus stock option a augmenté de 36% en moyenne en 2000. On s'approche des niveaux américains. Le jubilé de la reine d'Angleterre, il y a 50 ans, jour pour jour, Elisabeth devenait Elisabeth II, anniversaire célébré dans l'inquiétude à Buckingham Palace en raison de l'indifférence des sujets de Sa Majesté. Bonne nouvelle pour ceux qui sont au sport d'hiver ou qui s'apprêtent à y partir. La neige tombe en abondance sur tous les massifs, au-dessus de 800 mètres. L'enquête de cette édition, nous avons suivi le peloton de gendarmerie de haute montagne. Bonsoir à tous, merci de votre attention. C'est une autre exception française et elle est en train de s'installer. Partout en Europe, la natalité baisse. Chez nous, elle augmente à un rythme jamais vu depuis 20 ans. On entrera dans le détail dans un instant. D'abord, les données essentielles de cette étude annuelle de l'INSEE, une sorte de photo de la France. Nous sommes désormais plus de 61 millions. Frédéric Vian. Voici un bébé qui ne risque pas de se sentir seul. Il fait partie de ce qu'on appellera désormais le baby-boom des années 2000. L'an dernier, la fécondité des Françaises a atteint le chiffre record de 1,9 enfants par femme en moyenne, contre 1,73 4 ans auparavant. Résultat, 774 800 enfants ont vu le jour en 2001, pour le plus grand bonheur de leur maman. Ça c'est meilleur. C'est trop beau d'avoir des enfants et si je peux et j'aimerais bien en avoir un troisième. Quant au mariage, il a lui aussi le vent en poupe. 303 500 unions l'an dernier, presque autant que le record de l'an 2000. Mais les mariés ont mûri, ils ont désormais entre 28 et 30 ans, et dans presque un tiers des cas, déjà des enfants. Enfin, le bonheur dure de plus en plus longtemps, puisque l'espérance de vie est désormais de 75 ans et demi pour les hommes et 83 pour les femmes. C'est le record du monde. Alors pourquoi cette vigueur des Français? Les sociologues évoquent les effets retards de la baisse du chômage, notamment chez les femmes, les systèmes de garde très développés, la maternité n'impose pas de cesser son travail. Regardez le détail des chiffres. Sur 100 femmes, 10 seulement n'ont pas d'enfants en France, 18 ont un enfant, 40 ont 2 enfants, 22 3 enfants et 10, une femme sur 10, donc 4 enfants ou plus. Alors comment font-elles? L'exemple de la famille Joyot dans l'Indre, près de Châteauroux, la vie avec 7 enfants. Reportage Christophe de Valambra, Alain Darigrand. Chez les Joyot, le véhicule familial est un minibus, 9 places à bord, 2 pour les parents, le reste pour les 7 enfants. Bénédicte avec le petit dernier, Denis, et puis il y a Vincent, Damien, Claire, Anne et Bernadette. Pour les Joyot, une famille heureuse, c'est une famille nombreuse. Je n'aurais pas conçu d'avoir une famille, je vais dire, modèle réduit. J'aime avoir une maison qui est pleine de vie. Et de la vie, il y en a. Quand on est 7 frères et sœurs, à la maison, on ne s'ennuie jamais. Toi, t'es plutôt content d'avoir 6 frères et sœurs? Oui, Pourquoi? parce qu'on peut jouer ensemble. Et puis, Vous chamaillez jamais? si des fois. Mais chez les Joyot, on garde le sourire, même quand il faut affronter les problèmes logistiques. Ici, quand Monique prépare de la soupe, elle doit en faire 10 litres. Nourrir une famille de 9, ça demande un peu d'organisation, question d'habitude. Je me suis rendu compte que je ne sais plus acheter 1 kilo de farine ou 1 kilo de sucre. Ça, je sais plus. Même quand j'ai pas besoin de beaucoup, il faut toujours que j'en prenne 2. Si les Joyot ont désiré fonder une famille nombreuse, c'est bien sûr par amour des enfants, mais c'est aussi quelque part un choix éducatif. Tout naturellement, quand il y a plusieurs enfants, chacun a son tempérament, chacun a ses difficultés. Donc rien qu'entre eux, je ne veux pas dire qu'ils s'éduquent eux-mêmes, mais de s'affronter entre eux, pour eux c'est très très formateur. Famille nombreuse, c'est le mode de vie qu'ils ont choisi. Et à la question, y aura-t-il un 8e enfant chez les Joyot? Réponse, pourquoi pas? On verra bien. Voilà, c'est quand même plus facile à la campagne qu'en ville. Âge moyen pour le premier enfant, il reste stable, 29 ans et 5 mois. Plus de naissances et autant de mariages, on l'a vu. En moyenne, les hommes se marient à 30 ans, les femmes à 28. Il y a 20 ans, c'était 25 et 23 ans. Le passage devant le maire redevient donc une valeur sûre. La tendance, en fait, est observée depuis plusieurs années. Laetitia Legendre, Aurélie Legrand.
Acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Rasaratnam? Oui. Un simple oui pour toute une vie. Comme 600 000 jeunes mariés l'année dernière, ce couple français d'origine sri-lankaise s'est uni ce matin dans une mairie parisienne. L'occasion d'officialiser leur relation devant la famille. Malgré la hausse des divorces, l'arrivée du Pacs, le mariage à la cote et connaît une seconde jeunesse. Ça fait longtemps maintenant qu'on vit ensemble, donc on trouve que c'est une suite logique de se marier pour après avoir des enfants. C'est très très traditionnel. Pourquoi le mariage? Parce que ça fait plus de 10 ans que je suis avec mon ami, que nous avons un enfant et que pour cimenter la famille. Officialiser la famille. Avant de sauter le pas, les couples ont souvent vécu ensemble plusieurs années. Ils se connaissent bien et certains d'entre eux ont déjà des enfants. Alors miroir, mon beau miroir, les mariés se marient-ils toujours par amour? Oui, mais aussi par raison. Pour payer moins d'impôts par exemple, ou tout simplement pour faire la fête avec les amis. Il y a un an, j'aurais peut-être dit que c'était un petit peu ringard. Vraiment, c'était quelque chose que j'avais pas tellement... ça m'attirait pas. Et quand j'ai rencontré Christophe, eh ben, c'était évident. Et quand on a parlé de mariage, etc., hier on est allé choisir la bague, on a choisi notre robe, etc., ça paraît tellement naturel. Ça, c'est des choses que vous avez gardées toute votre vie presque. Un véritable bonheur que de choisir à deux la vaisselle, les casseroles de toute une existence. Le mariage, de nouveau à la mode, une tendance qui depuis 2 ans semble vouloir se confirmer. Et à propos de mariage et d'enfants, sachez que c'est au cours de la 5e année de mariage que les divorces sont les plus fréquents. Enfin, le nombre de Pacs reste stable, 20 000 l'an passé, 8 en moyenne pour 100 mariages. Un mot de la grève des crèches à Paris. Elle dure depuis lundi, 80% des établissements fermés. Les syndicats réclament des créations de postes à l'occasion du passage aux 35 heures. Justice, l'audience qui pourrait relancer l'enquête sur les disparus de Lyon et les poursuites contre Émile Louis. Je vous rappelle qu'il est soupçonné d'avoir tué 7 jeunes femmes. La cour d'appel avait estimé que les faits d'enlèvement étaient prescrits. Ils remontent aux années 70. Aujourd'hui, le parquet de la Cour de cassation a soutenu l'inverse. Yasmina Farber, Frédéric Lantieri. L'avocat général de la Cour de cassation n'est pas tendre avec ses confrères d'Auxerre. Il souligne à nouveau les graves négligences dans l'action judiciaire concernant les disparus de Lyon. Selon lui, les crimes présumés d'Émile Louis, l'enlèvement et la séquestration ne peuvent être prescrits même s'ils ont plus de 20 ans, car pour le magistrat, la procédure n'a jamais été interrompue. Je vous rappelle qu'au départ, le juge d'instruction d'Auxerre avait même refusé d'informer sur les plaintes qu'il avait déposées. Quelle bagarre depuis près de 10 ans maintenant pour que cette affaire puisse avoir des chances d'avoir une issue judiciaire. À la suite d'une enquête au palais de justice d'Auxerre, un rapport souligne des dysfonctionnements et notamment la disparition de dossiers. Principale mise en cause, un ancien substitut du procureur. Aujourd'hui, Daniel Stilinovic dénonce un système qui protégeait Émile Louis en enterrant les affaires. Pourquoi est-ce qu'on préfère trouver de la négligence et puis trouver comme cible Stilinovic? Évidemment, c'est quand même plus commode de dire ça que de reconnaître publiquement que dans la magistrature, il y a des magistrats corrompus pour couvrir je ne sais quel scandale. Quel scandale, quelle corruption? Pour les familles des victimes, Stilinovic doit en dire plus. C'est étonnant effectivement qu'un certain nombre de dossiers aussi nombreux aient pu être classés. Maintenant, je pense qu'il faut qu'ils disent des noms, c'est tout. Il ne faut pas qu'ils brassent de l'air en disant je vais dire, il faut qu'ils donnent des noms. Pourquoi, par exemple, le dossier sur la disparition d'Isabelle Laville en 87 est-il introuvable dans les archives d'Auxerre? Plusieurs enquêtes administratives sont en cours pour tenter d'expliquer ces dysfonctionnements. Et Benoît Duquesne y reviendra longuement donc lundi prochain dans complément d'enquête. Décision de la Cour de cassation le 20 février dans ce dossier. Il y a 4 ans, l'assassinat du préfet Erignac. Tous les membres présumés du commando ont été arrêtés, sauf Yvan Colonna. Aujourd'hui, Madame Erignac, veuve du préfet, a lancé un appel aux candidats à l'élection présidentielle et une plaque a été dévoilée à Ajaccio. Christelle Bertrand, Dominique Bonnet. Madame Erignac se bat contre l'oubli. Cela fait 4 ans que son mari, préfet de Corse, a été assassiné. Ce matin, au ministère de l'Intérieur, une gerbe a été déposée en hommage à Claude Erignac. La veuve du préfet demande aux futurs candidats à l'élection présidentielle de ne pas oublier son mari. J'ai toujours demandé, interpellé le président de la République et le Premier ministre, parce que mon mari est un préfet, il fait partie de l'État.
ils vont être candidats, c'est tout. 6 février 1998, Claude Érignac est froidement abattu dans une rue d'Ajaccio. Depuis, 8 nationalistes corses attendent d'être jugés, mais Yvan Colonna, le tueur présumé, court toujours. La justice piétine, mais cela n'empêche pas Lionel Jospin d'espérer l'arrestation d'Yvan Colonna. Je ne doute pas que la justice de mon pays, que les forces de sécurité y parviendront. Ce jour-là, Yvan Colonna, assassin présumé, aura à rendre des comptes à la justice. En attendant, les Corses se souviennent. Dominique Dubois, actuel préfet de Lille, a dévoilé ce matin une plaque commémorative à l'endroit même où Claude Érignac a été assassiné. Numéro d'écrou 277 025, une cellule de 10 mètres carrés. Didier Schuller est incarcéré depuis hier soir dans le quartier des personnalités de la prison de la Santé à Paris, juste à côté d'Alfred Sirvin. Hier soir, il a été mis en examen dans l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine. Son avocat précise qu'il n'a pas été interrogé pour l'instant sur le fond du dossier. Olivier Karov, Zindine Boudaoud, Vincent Bouffartig. Direction la prison. Didier Schuller pouvait s'y attendre. Après 7 ans de cavale, son retour volontaire en France pour s'expliquer devant la justice ne lui a épargné ni la détention provisoire, ni les mises en examen, 2 en tout, pour trafic d'influence et recel d'abus de biens sociaux. Après une première nuit à la prison de la Santé, Didier Schuller prépare déjà sa défense. Avec son avocat, il entend dédramatiser ce retour à quelques semaines de l'élection présidentielle. On ne peut pas empêcher certaines personnes de penser que Didier Schuller rentrerait dans un but vindicatif. Ça n'est pas le cas, c'est tout ce que je veux dire. Il n'est pas là pour accabler, il est là pour se défendre. Le choix de cet avocat fait grincer des dents à la droite qui lui prête des accointances avec le PS. Il entre dans l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine au moment précis où d'autres avocats, eux, tentent de faire annuler tout le dossier. Ils défendent des personnalités du RPR, les anciens amis de Didier Schuller. Le retour de M. Schuller à la veille de cette audience est pour les uns un hasard du calendrier, pour les autres dont je suis un hasard qui est tout de même un hasard critiquable. La chambre de l'instruction dira si l'enquête peut continuer. Elle a choisi de répondre le 15 mai prochain, 10 jours après le second tour de la présidentielle, comme pour souligner que dans cette affaire, le calendrier est autant politique que judiciaire. Et voici des images inédites. Quelques heures avant d'embarquer pour la France, Didier Schuller a accordé une interview à une télévision locale en République dominicaine. C'est un extrait de ce document que nous vous proposons maintenant. J'ai vécu ici un exil toujours difficile, mais la chaleur, la générosité du peuple dominicain et de tous mes amis que j'ai pu rencontrer nous a permis, à ma famille et à moi-même, de vivre des années extrêmement riches et très intéressantes. Je ne souhaite vraiment pas intervenir dans la campagne présidentielle. Je suis un ami du président de la République française, Jacques Chirac. Él es un amigo del presidente de la República Francesa, el señor Jacques Chirac. Et je ne souhaite absolument pas que mon retour puisse lui être de la moindre manière nuisible. Finalmente, est-ce qu'il faut vous dire adieu ou à la prochaine? Debemos decirle adiós o hasta la próxima? Au revoir. Hasta pronto. Oui, je n'ai qu'une idée, c'est de revenir le plus vite possible pour rejoindre ma famille et reprendre une vie à cette fois-ci plus active et plus publique. Interview donnée donc dimanche dernier. C'était l'ultime recours et il a été rejeté. José Bové ira donc en prison dans l'affaire du démontage ou de la destruction, c'est selon, du McDonald's de Millau. Il avait été condamné à 3 mois ferme. Il a déjà effectué 19 jours de détention provisoire. Bien sûr, le juge d'application des peines de Montpellier peut choisir de renoncer à l'incarcération, mais on n'en est pas encore là. Et cet arrêt a provoqué la colère des partisans du porte-parole de la Confédération paysanne. Manifestation ici devant la Cour de cassation à Paris donc. La Confédération qui parle de décision inacceptable, de provocation et qui appelle à la mobilisation générale et même à la révolte. Bonsoir José Bové. Vous nous direz dans quel état d'esprit vous vous trouvez. D'abord on va à Millau où vous étiez cet après-midi et on va voir que vous n'avez pas perdu votre sens de la mise en scène. Léo Lamberton, Françoise Mazou. L'homme aime les symboles. Pour attendre la décision de la Cour de cassation, José Bové s'est installé dans une cage en bois au pied du palais de justice de Millau. Il est 14h05, son avocat lui téléphone, la Cour a tranché,
Elle confirme sa condamnation à 3 mois de prison. D'accord, ok. Donc pour les deux affaires, le pourvoi est rejeté. D'accord, très bien. Bon, eh bien écoute, on va pouvoir commencer alors à intervenir et voilà, on est déjà derrière les barreaux, donc on avait bien prévu ce qu'il fallait. Ici à Millau, tout le monde s'attendait à cette décision. Des membres de la Confédération paysanne sont même venus déguisés pour dénoncer une justice à 2 vitesses. Je crois qu'un jour, il faudra qu'on fasse le procès de cette justice qui, par ses décisions, montre bien qu'elle est au service de plus en plus d'un pouvoir économique et d'un pouvoir politique. Il y a 2 ans et demi, José Bové et des paysans du Larzac s'attaquent au chantier du McDo de Millau. Ils dénoncent la surtaxation américaine du roquefort. Condamné à 3 mois d'emprisonnement, le porte-parole de la Confédération paysanne voit sa peine confirmée aujourd'hui. Il devrait donc aller en prison dans les semaines qui viennent. Ça fait longtemps en France qu'il n'y a pas eu de syndicalistes qui sont allés en prison. Si José doit aller en prison, que les politiques prennent leurs risques, et le risque il est grand. Au McDonald's de Millau, on se sent un peu étranger à tout ce remue-ménage. D'ailleurs, l'entreprise avait retiré sa plainte quelques jours après les faits par souci d'apaisement. Ici, le seul événement de cet après-midi, ça a été l'anniversaire du petit Louis. Il vient d'avoir 4 ans. Voilà, le parquet parle de plusieurs semaines avant la mise sous écrou. Alors, est-ce que vous allez obéir, José Bové? Est-ce que vous irez en prison ou est-ce que vous allez chercher à fuir? Écoutez, la Cour de cassation vient de rendre sa décision. Même si nous n'acceptons pas cette condamnation, j'accepterai et je me soumettrai à la justice. Il n'est pas question pour moi de me soustraire à mes obligations. Je ne m'enfuirai pas à Saint-Domingue, je ne me mettrai pas sous les lambris de la République pour me cacher. J'assume ma responsabilité en tant que syndicaliste. Bon, alors vous critiquez cette décision, mais en même temps vous êtes le premier à demander plus d'état de droit face au marché. Alors est-ce que ça n'est pas normal de payer quand on a commis des violences? Est-ce que la justice des faibles ne doit pas s'appliquer aussi aux plus forts ou aux plus connus en tout cas? Alors, si nous avons démonté le McDonald's de Millau, c'est parce que nous n'avions aucun recours de droit face à l'Organisation mondiale du commerce qui avait décidé d'imposer le bœuf aux hormones aux consommateurs européens et parce que l'OMC avait autorisé les États-Unis à surtaxer le roquefort. C'est parce que nous n'avions pas de recours de droit que nous avons décidé de mener une action illégale mais légitime pour dénoncer cette situation paradoxale qui fait qu'on peut imposer aux consommateurs européens de manger du bœuf aux hormones alors que les hormones sont interdites et que les producteurs qui sont pris en otage, les producteurs de roquefort, eux n'ont aucun recours de droit. Mais à un moment, quand la justice du pays ne va pas dans le sens des citoyens, eh bien, c'est un devoir de désobéir. Mais on peut manifester, on peut se faire entendre de 1000 manières. Est-ce que dorénavant, vous dites, je n'aurai plus recours à la violence, même si c'était une violence limitée, mais une violence quand même? Je crois que l'objectif, quand nous revendiquons le droit pour les paysans, le droit pour les éleveurs aujourd'hui victimes de la crise, eh bien c'est un droit que nous revendiquons, nous le faisons d'abord par la parole, par la concertation. Quand toute concertation est vaine, eh bien il faut parfois aller et désobéir. Gandhi l'a fait en Inde, des ouvriers agricoles l'ont fait, Luther King l'a fait. Aujourd'hui, les syndicalistes, dans un pays où les droits fondamentaux des organisations syndicales ne sont pas respectés, eh bien, doivent, à un moment ou à un autre, assumer le fait que nous sortons de la loi. Aujourd'hui, nous savions, quand nous avons mené cette action, que nous étions en train de sortir de la loi. Nous l'avons fait à visage découvert, en assumant toute notre responsabilité. Oui. Je remarque dans cette affaire que nous-mêmes, nous assumons nos responsabilités, alors que les fabricants d'aliments du bétail qui ont importé pendant plus de 10 ans des farines animales, eux n'ont jamais été poursuivis, alors que nous avons porté plainte contre eux dès septembre 1996. Il y a 2 poids, 2 mesures entre les syndicalistes et les fabricants d'aliments du bétail. Merci José Bové d'avoir été avec nous. Les réactions, les Verts dénoncent une décision scandaleuse, ce sont leurs propos, et proposent que des personnalités fassent une journée de prison chacune à votre place, José Bové. Pour le Parti socialiste, François Hollande estime que, je cite, la place de José Bové n'est pas en prison, même si les formes de ces combats ne sont pas toujours appropriées, dit-il en substance.
Les impôts, voici d'abord la déclaration de revenus 2002. Vous la recevrez de revenus 2001, pardon. Vous la recevrez dans les jours qui viennent. Si vous faites partie de la moitié des ménages assujettis, elle est bleue et attention, il faut la remplir en euros, bien sûr. Vous avez jusqu'au 25 mars pour la renvoyer. Les impôts qui coincent, l'avis de paiement du premier tiers provisionnel a été envoyé avec beaucoup de retard ces jours-ci. Le ministère des Finances vient de donner 3 jours de délai supplémentaire pour le payer. Date limite le 18 février minuit. Vincent Fourcade, Ludovic Tourte. Un à un, les derniers avis de paiement parviennent à leurs destinataires. Encore quelques milliers d'exemplaires à distribuer et l'ensemble des contribuables connaîtra le montant du premier tiers provisionnel. Car pour l'heure, certains n'ont toujours rien reçu, mais ne s'inquiètent pas pour autant. Non, pas trop. C'est le dernier des soucis, je dois dire. Je l'ai reçu. Même je dois le payer. Merci. De toute manière, que l'avis de paiement ait été ou non reçu, le contribuable doit s'acquitter de l'impôt. Pas question donc de tirer profit des oublis de l'administration. Il faudra dans tous les cas régler le premier tiers de l'impôt sur le revenu avant lundi 18 février, sous peine d'une majoration de 10%. Si vous avez un impôt à régler, je vais vous... Le contribuable estime qu'il est content de percevoir un avis d'imposition. À notre sens, et au sens de l'amiable, c'est-à-dire du rôle qu'on a en tant que percepteur, on peut plutôt lui conseiller de prévoir et de payer son premier tiers normalement. C'est la moindre des choses. Et seuls quelques contribuables pourront bénéficier d'un délai supplémentaire pour payer. Ceux qui ont déménagé en 2000, ils auront alors jusqu'au 15 mars. Une étude d'une société spécialisée sur le revenu des plus grands patrons français. Durant l'année 2000, ce revenu a fait un bond de 36% en moyenne pour atteindre, toujours en moyenne, 500 fois le SMIC. Les esprits critiques remarqueront que c'est beaucoup plus que l'évolution des salaires. Les autres constateront que les PDG français sont toujours loin derrière leurs collègues américains. David Bohéry, Philippe Jasselin. Jean-Marie Messier peut garder le sourire. Il fait partie des patrons les mieux payés de France et ses revenus continue de grimper. Au cours de l'année 2000, Vivendi Universal a perdu 27,9% en bourse, alors que la rémunération des dirigeants du groupe, elle, augmentait de 26%. Chez L'Oréal, l'action a gagné 11,6%, mais le PDG Lindsay Owen-Jones et son équipe ont eu droit à une augmentation de 25%. Chez TF1, quand l'action gagnait 10,6% en 2000, les revenus des principaux dirigeants augmentaient de 400%. Il est quand même choquant qu'au moment où tous les revenus baissent, ceux des dirigeants augmentent. C'est choquant. Au total, les 17 présidents d'entreprises qui ont accepté de publier l'intégralité de leur salaire ont touché en moyenne sur l'année 2000 498 fois le SMIC annuel. Un champion de football, il est très bien payé, il est même de façon astronomique, ça pose aussi des problèmes sociaux, c'est certain. Mais au moins on sait que si demain il arrête de gagner au football, il touchera plus d'argent, ça c'est clair. C'est moins clair dans l'univers corporate, si vous voulez, dans l'univers des grandes sociétés, ma foi, c'est un petit peu, on est installé dans un niveau de vie un peu définitif. Les patrons français sont désormais presque aussi bien payés que leurs homologues américains. Pour leur défense, ils font remarquer qu'une grande partie de leurs revenus est versée sous forme d'actions. À terme, ils peuvent donc eux aussi perdre beaucoup d'argent en bourse. Économie encore avec ce coup de tonnerre en Allemagne, notre premier partenaire commercial, une très spectaculaire augmentation du chômage en janvier. La barre des 4 millions de demandeurs d'emploi est largement dépassée. À 6 mois des élections, c'est un revers cinglant pour le chancelier Schröder qui avait pris des engagements très précis sur le sujet. Un nouveau délai pour la mise en place du marché libre d'échange en Argentine. Cette mise en place est reportée à lundi. Les banques ont bien rouvert leurs portes, mais seuls les salaires et les pensions ont été distribués. Les Argentins n'ont toujours pas la possibilité de retirer leurs économies. Ce scandale qui rappelle la faillite de la banque Barings en Irlande, cette fois en quelques mois et sans en référer à sa hiérarchie, un cambiste pris dans la spirale de la spéculation a perdu 750 millions de dollars, près de 5 milliards de francs. Selon la banque, il s'agit d'un employé ordinaire, père de famille tranquille. Il est recherché à l'heure qu'il est par le FBI. Le Proche-Orient, attentat évité de justesse près de Jérusalem. Sous l'œil des caméras, un Palestinien armé d'une ceinture d'explosifs a été intercepté par les gardes frontières. Charles Anderlin sur place. Cet homme maintenu au sol est un kamikaze palestinien. Il porte encore sa ceinture d'explosifs et ses mains ne doivent pas toucher son corps. Repéré parmi les passagers d'un autobus israélien près de Jérusalem,
Il a été neutralisé par des policiers à ce barrage. Plusieurs Israéliens qui se trouvaient dans le bus sont en état de choc. Des artificiers ont désamorcé la charge avant de la faire exploser en lieu sûr. Un peu plus tard, l'armée israélienne annonçait qu'elle avait capturé dans le nord de la Cisjordanie un chargement de roquettes artisanales. Des engins appelés Qassam, fabriqués par le Hamas, qui les utilise déjà à Gaza, où ces images ont été tournées. Tout cela signifie que le calme relatif qui règne depuis quelques jours n'est qu'apparent. Les responsables militaires israéliens ont lancé des mises en garde. Certaines organisations palestiniennes préparent de nouveaux attentats auxquels Israël ripostera durement. Note d'espoir tout de même aujourd'hui, Israéliens et Palestiniens ont relancé la coopération de leur police. Image de Kaboul en Afghanistan, celle de la rentrée universitaire. Étudiants et étudiantes au coude à coude pour passer l'examen d'admission sur un campus couvert de neige. Ici, ce sont des images de l'intérieur des classes. Les filles étaient privées d'instruction depuis 5 ans. Le Nigeria et l'application de la loi islamique, on en parlait hier. Voici partisans et opposants de la charia bien au-delà des frontières. Elle s'appelle Safiya Husseini, elle a 35 ans, elle a été condamnée à être lapidée à mort pour adultère. Le procès en appel aura lieu au mois de mars. En attendant, elle est en liberté et nos envoyés spéciaux Maryse Burgot et Dominique Bonnet ont pu la rencontrer. Évidemment, elle ne sait pas, trop petite, trop innocente pour se rendre compte. Peut-être sent-elle quand même confusément que quelque chose de grave se passe à propos de sa mère. Sa mère, Safiya Husseini, paysanne pauvre du nord du Nigeria, condamnée en octobre dernier à être lapidée en public jusqu'à la mort. Condamnée pour avoir donné naissance à une petite fille hors mariage puisqu'elle était divorcée au moment des faits. Je ne sais pas qui m'a dénoncée. Un jour, des policiers sont venus alors que j'étais enceinte. Ils ont bien vu que j'étais pauvre. Je n'avais même pas d'avocat au procès. Je me suis retrouvée comme ça, toute seule au tribunal. Pourtant, je ne suis pas la première qui a un enfant comme ça, ni la dernière. Parce qu'elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle risquait, Soufia a dans un premier temps avoué avoir eu une relation sexuelle avec un homme du village. Lorsqu'elle s'est rétractée en parlant d'un viol, puis en disant que le père de l'enfant était son ex-mari, il était trop tard. Depuis, avec ses proches, elle en a compris des choses. Elle sait maintenant qu'avec un bon avocat, elle n'aurait sans doute jamais été condamnée. Une injustice que très peu de gens dans le village osent ouvertement évoquer. Nous avons retrouvé le juge qui a prononcé la sentence. Dans la semaine, il vit en ville, à Sokoto. Mais en ce dimanche après-midi, il se repose dans son village natal et dispense à qui veut bien les entendre ses doctes paroles. Ce magistrat a participé à l'élaboration du code pénal de la charia en vigueur dans l'état du Sokoto depuis 2 ans. Le fait que Safiya ait été jugée sans avocat ne le gêne nullement. Même si j'ai pitié d'elle parce qu'elle est pauvre, je suis obligé de lui appliquer la loi de Dieu, la lapidation pour l'adultère. Voici donc comment Safiya et sa petite fille de 11 mois sont devenues, bien malgré elle, les symboles des rigueurs de la charia. Si elle est à nouveau condamnée en appel en mars prochain, Safiya Husseini aura un ultime recours possible devant la Cour suprême du Nigeria, une juridiction cette fois laïque. Si l'affaire arrive jusqu'à ce stade, elle illustrera un peu plus le bras de fer politique entre les États du Nord qui appliquent la charia et ceux du Sud majoritairement chrétiens. En Grande-Bretagne, un demi-siècle de règne pour Elisabeth II, anniversaire sans passion. En 50 ans, la reine a surtout été soucieuse de continuité, même s'il ne conteste pas vraiment, la monarchie, les Britanniques semblent s'en désintéresser de plus en plus. Laurent Boussier, Dominique Marotel. Des coups de canon tirés dans un grand parc londonien par des soldats en uniforme de tradition et la reine en visite cet après-midi dans le centre anticancéreux d'un hôpital du Norfolk seront donc pour aujourd'hui les 2 seules manifestations publiques de cet anniversaire. 50 ans de règne pour Elisabeth II, un demi-siècle de bouleversement pour les Britanniques. Il y a d'abord ces images en noir et blanc, celle d'une jeune fille de 26 ans rentrée précipitamment d'un voyage en Afrique et qui, depuis la mort la nuit précédente de son père, le roi George VI, est devenue reine de l'Empire britannique.
Il y a ensuite ces images en couleur, celle de son couronnement, une cérémonie fastueuse, retransmise à la télévision, en direct, dans le monde entier. Alors que son pays vit la décolonisation, une entrée difficile dans l'Europe communautaire, la libération des mœurs, la guerre des Malouines et une perte de son influence internationale, Elisabeth tente, elle, d'incarner la continuité. De Winston Churchill à Tony Blair, elle qui n'a aucun pouvoir politique, aura reçu en audience 10 premiers ministres britanniques. Mais les frasques de la famille royale, les infidélités, les divorces vont faire vaciller la monarchie. 1992, avec la séparation de Charles et Diana et l'incendie du château de Windsor, sera l'annus horribilis. Pourtant, le pire est à venir. À la mort de la princesse de Galles, les Britanniques ressentiront leur reine comme froide et peu en phase avec la société. Aujourd'hui, alors que seuls les marchands de souvenirs célèbrent ce jubilé, Elisabeth II paraît être le seul pilier solide d'une institution monarchique qui, en 50 ans, a perdu beaucoup de son prestige. Tête couronnée toujours en Italie, on se dirige sans doute vers un retour de la famille royale. Le Sénat a voté la fin du bannissement. Victor Emmanuel de Savoie, 65 ans, exilé depuis 1946, indique avoir suivi ce vote avec des battements de cœur, mais la route est encore longue, dit-il. En bref, encore Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, s'en prend au président Bush. Le monde est menacé par le simplisme des États-Unis qui traitent les affaires sous le seul angle de la lutte contre le terrorisme. Fin de citation. Voilà qui nous amène à la politique française. À 10 semaines du premier tour de la présidentielle, jamais l'élection n'a semblé aussi incertaine et le scrutin aussi serré. Sur 6 instituts de sondage, 3 donnent Jacques Chirac gagnant, 2 Lionel Jospin. Le dernier les met à égalité. Françoise David. Le protocole républicain est immuable, le Premier ministre marche toujours quelques pas derrière le président de la République. Dans les sondages, c'était aussi vrai. Mais depuis quelques semaines, le candidat probable du Parti socialiste grignote du terrain, parfois même dépasse le chef de l'État. Il en est ainsi pour l'Institut Louis Harris, Lionel Jospin gagne 2 points, ou encore pour BVA, le Premier ministre maintient son avance. Dans son camp, on relativise. C'est en aucun cas un tournant dans la campagne, au mieux un petit virage qui pourra être contredit par d'autres petits virages. Dans 2 autres enquêtes, Jacques Chirac arrive en tête mais son avance se réduit. Chez Ipsos, il perd 1 point, chez CSA également. Jacques Chirac est donc victime d'un tassement particulièrement sensible au premier tour. Tandis que Jean-Pierre Chevènement, parmi les autres candidats de ce premier tour, progresse lui régulièrement et en laisse d'autres loin derrière. Cette élection-là, en particulier, elle va receler de très grandes surprises. S'il y a une chose dont on puisse être certain, c'est qu'on va avoir des surprises gigantesques. Mais tant que les 2 hommes ne sont pas sur la ligne de départ, les experts en conviennent, rien n'est fait. Compte tenu du très faible écart entre Chirac et Jospin et au premier tour et au second tour, il y a fort à parier que les évolutions décisives sont encore à venir. Grande incertitude donc, sans oublier que dans les sondages, la marge d'erreur est difficilement sondable. On fera désormais un point régulier sur les enquêtes d'opinion. Le bonheur des vacanciers des sports d'hiver, la neige tant attendue est arrivée sur tous les massifs au-dessus de 800 mètres. Image ici du village d'Alos dans les Alpes de Haute-Provence où les stations avaient du mal à faire tourner les remontées mécaniques. Pour les hommes du peloton de gendarmerie de haute montagne, neige ou pas, hiver ou été, il faut être sur le pied de guerre. Le dossier de cette édition, notre équipe les a suivis pendant 2 jours près de Briançon. Loïc Delamornay, Sylvain Dobat. Ça va, je fais pas trop chaud. Côté là, il n'y a pas de problème alors. Non, j'ai mal qu'à la jambe là. L'alpiniste est tombé dans une crevasse à 25 mètres de profondeur sous la glace. Un sauvetage périlleux pour les gendarmes du secours en haute montagne. Heureusement aujourd'hui, il ne s'agit que d'un exercice. Lésion apparente, donc une fracture de la jambe droite. En surface, l'hélicoptère continue d'amener des renforts. Nous sommes à 3200 mètres d'altitude sur le glacier de la Meije. Une attelle à la jambe, le blessé est remonté à dos d'homme le long de la paroi. En haut, les gendarmes ont installé un treuil qui tire les 2 hommes vers la sortie. Ce type de sauvetage peut parfois prendre plusieurs heures. Cette fois, ce n'est pas un exercice. Dès l'alerte, l'hélicoptère doit être prêt à décoller dans les 5 minutes. Aujourd'hui familier dans les stations de ski, l'irremplaçable hélicoptère n'existait pourtant pas il y a encore 50 ans. À l'époque, un secours, ça s'organisait sur plusieurs jours.
alors qu'à l'heure actuelle, c'est une question de dizaines de minutes ou de quelques heures sur les grosses opérations. Sur le terrain, les pisteurs se chargent des premiers secours avant l'arrivée du médecin. Je suis parti en travers. Il est de travers complet le bras. Hein. Ouais, on l'a réaligné encore. Ouais. Tu l'as réaligné? On a réaligné le maxi qu'on a pu. Ouais. Collision avec un arbre, c'est une double fracture ouverte du bras, particulièrement douloureuse. Il est peut-être angulé, ouais. Les accidents de collision contre des arbres, des rochers sont beaucoup plus violents quand il n'y a pas beaucoup de neige. En fin de compte, on a une traumatologie beaucoup plus grave. En quelques minutes, le blessé est prêt à être évacué à l'hôpital. Dans les Hautes-Alpes, été comme hiver, les équipes de secours en montagne réalisent plus de 500 interventions par an. Conclusion, soyez prudents. L'ouverture aujourd'hui à Paris du salon des Thermalies, massage, bain de boue, bain d'eau de mer, les thalassos et toutes leurs variantes sont plus qu'un phénomène de mode. 280 000 séjours l'an passé, un chiffre qui a doublé en quelques années. Les personnes âgées ne sont plus les seules concernées. On parle de plus en plus de cures anti-stress pour les cadres dynamiques seuls ou en couple. Reportage dans le golfe du Morbihan, Claudine Gilbert, Grégory Vasseur. Au loin, l'Atlantique, glacial et tumultueux. À l'intérieur, les eaux de l'Atlantique aussi, mais à 32 degrés. Gilles et Nathalie, 38 et 35 ans, viennent prendre un bain de jouvence, quelques jours en amoureux sans leurs 3 enfants à se faire dorloter. J'aurais préféré le ski ou autre, mais j'avais tellement entendu parler par des femmes que je me suis laissé influencer. Vous regrettez pas? Pas du tout. L'unique préoccupation des curistes, c'est la détente. Les corps, malmenés par le stress des villes, se cherchent un nouvel élan. Sous surveillance médicale toujours, on traque l'ennemi numéro 1, les carences. Le manque de sels minéraux, manque de vitamines, ils vont par l'intermédiaire de l'eau, des algues, se recharger en oligo-éléments et en sels minéraux. En 3 jours, c'est possible. En 3 jours, c'est possible. La cure dure en moyenne 4 jours avec un prix moyen de 2100 francs uniquement pour les soins. Parfois, le séjour ressemble un peu à un marathon car les clients de plus en plus jeunes sont aussi de plus en plus pressés. Après 2 jours, oui, on est exténué de fatigue. On est détendu mais fatigué. Gilles et Nathalie ont choisi la version haut de gamme. Après la thalasso, un peu de douceur avant de replonger dans quelques jours dans un monde sans pitié. Oh, faut pas exagérer. C'est l'un des mystères de notre système solaire, les éruptions du Soleil. Elles sont notamment à l'origine des aurores boréales. Hier, la NASA a lancé un satellite très perfectionné pour approcher l'astre et tenter d'en savoir plus. Patrice Pellet. C'est vers le Soleil qu'hier, la NASA a envoyé son dernier satellite. Sa mission ? L'observation des éruptions solaires. Un phénomène encore mystérieux parce qu'il met en cause une alchimie complexe. Sur ces images prises en 2000, les scientifiques ont pu quantifier l'importance d'une éruption. Une explosion qui serait en puissance l'équivalent de plusieurs centaines de bombes atomiques. Ils s'interrogent aussi sur ce déferlement d'énergie à période régulière. Pour le moment, ils écartent l'hypothèse d'un processus nucléaire au profit d'une autre piste. Celle de l'accumulation d'énergie créée par ces champs magnétiques. Cette énergie, l'éruption solaire va se libérer tout à coup, comme le magma d'un volcan terrestre. Les gaz éjectés atteignent plusieurs milliers de degrés. Ils perturbent et réchauffent notre bonne vieille Terre, située à 150 millions de kilomètres. Les Jeux Olympiques d'hiver, jour J-2, arrivée aujourd'hui d'une grande partie de la délégation française, acclimatation et mesures de sécurité draconiennes. Sur place, Florent Gautreau, Raymond Chaplard. Un immense plateau au milieu des Rocheuses, sans doute l'endroit le plus surveillé des États-Unis. En 150 ans, le désert a reculé, Salt Lake City a prospéré. J-2, moins 10 degrés, mais de plus en plus d'athlètes en ville et au village olympique. Dans le camp français, on se prépare pour la cérémonie. Vincent Vitoz et Alexandre Rousselet, skieurs de fond, mannequins pour l'occasion. Ils sont bons les Français, avec Carole devant, en plus, avec le drapeau, ça sera sympa. Carole, c'est Carole Montillet, la skieuse de Villard-de-Lans, qui sera le porte-drapeau de la délégation française dans 2 jours. Un choix qui a fait l'unanimité après la mort accidentelle de Régine Cavani.
Les organisateurs, eux, se frottent les mains. Il y a de la neige, du soleil et 90% des billets sont déjà vendus. On attend 1 600 000 spectateurs. Pour les accueillir, 22 000 bénévoles recrutés un peu partout aux États-Unis. Nous venons tous de différents États. Je suis de Pennsylvanie, cet homme vient du Nebraska et celui-ci de Rhode Island. On est juste venus ici comme volontaires. Mais l'obsession ici, c'est la sécurité. On croise à tous les coins de rue des hommes en tenue de camouflage. Ils font partie des 15 000 réservistes, gardes nationaux, militaires ou policiers, mobilisés pour surveiller les 15 sites olympiques. Ces premiers Jeux du XXIe siècle sont donc placés sous le signe de la sécurité et du patriotisme. Les athlètes américains ont ainsi décidé de défiler avec le drapeau des États-Unis pendant la cérémonie d'ouverture, mais pas n'importe quel drapeau. Celui qui a flotté en lambeaux sur les ruines du World Trade Center après l'attentat du 11 septembre. Des Jeux à suivre sur France 2 à partir de vendredi. Fin de cette édition, à suivre la météo Isabelle Martinet. L'info, minuit 45, le dernier journal Laurence Piquet. Dès 6h30 télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Dominique Strauss-Kahn. On se quitte avec une autre forme de sport, l'ascension annuelle de l'Empire State Building. 86 étages, 1576 marches depuis l'effondrement des Twins. C'est le sommet de New York. Le gagnant l'a gravi en moins de 10 minutes et on a aperçu le doyen de la course, il a 90 ans. À demain.